Hello tout le monde. Hello Constance. T'as rejoint le live, c'est parfait. Hello. Ah, hello, Ça va? ça va et toi? Ouais, super. Bah, du coup, pour introduire rapidement le live, aujourd'hui, donc on va parler de la recherche de stage. J'ai proposé à Constance d'intervenir pour justement répondre un peu à toutes vos questions. Je vais te laisser te présenter peut-être. Ouais, et ben merci beaucoup de nous avoir invités, Leslie. Donc moi je suis Constance, je fais partie de la société La Relève, qui est un cabinet de recrutement spécialisé justement sur le recrutement de stagiaires, d'alternants et de profils en CDI qui vont avoir entre 0 et 5 ans d'expérience. Et nous, ça fait 7 ans qu'on existe et dès qu'on peut, ben, on essaye de donner des conseils aux étudiants et aux jeunes diplômés pour les aider à trouver le stage ou le job de leur rêve. Trop cool, parfait. Du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions du live. On va essayer d'aborder un peu toutes les thématiques en passant par bah, déjà la recherche de stage, ensuite les candidatures et même préparer un petit peu l'entretien. Euh, Est-ce que pour toi, si on commençait, qu'est-ce que ce seraient les grandes questions à se poser quand on cherche, que ce soit, c'est des conseils qu'on va donner pour des stages, mais ça peut être pour des alternants, Ouais. pour des jobs ou étudiants ou jobs saisonniers ou premier job. Qu'est-ce que ce serait pour toi les premières questions à se poser justement quand on démarre une recherche? Bah, pour nous, la première question à se poser, c'est toujours ce qu'on a envie de faire et pourquoi on a envie de le faire. Donc ça, c'est la première étape de la réflexion. Donc vraiment se dire, OK, ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire et aussi ce que le marché attend. Donc par exemple, en ce moment, bon, bah, si vous avez envie de travailler dans l'événementiel, c'est peut-être pas le meilleur moment pour choisir d'aller faire un stage en événementiel parce que ça recrute beaucoup moins. Néanmoins, travailler en événementiel, ça veut dire gérer des projets. Donc gérer des projets, le but, ça va être de se dire, ok, donc gérer des projets, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime faire. Donc, dans quel autre métier je vais pouvoir retrouver ces tâches-là. Donc c'est vraiment essayer de se poser, se mettre sur une feuille, se dire dans une colonne, ça j'aime faire, ça je sais faire et ça le marché peut me l'offrir. Et en répondant à ces trois questions, on va être capable d'identifier des métiers vers lesquels on va pouvoir se tourner. Ok, j'avais une question de... Oups. J'avais une question de Rami. Quels sont... Alors, c'est plus spécifique, mais bon, ça continue. C'est dans le continuant. Quels sont les sites pour postuler pour postuler afin de décrocher un CDI? Donc, peut-être un petit Ouais, récap des bah sites. alors ça dépend toujours le type de CDI, hein. Il y a des job boards qui existent dans tous les domaines, que vous ayez plutôt des métiers dans l'ingénierie, plutôt des métiers dans le développement informatique. Sinon, en tout cas, en tant que jeune diplômé, forcément, bah, il faut aller sur la relève. Vous avez une chance de trouver le job de votre rêve si vous voulez travailler soit en sales, soit en digital, soit en tech. Sinon, bien sûr, il y a l'incontournable Welcome to the Jungle qui quand même répertorie énormément de métiers, énormément de différents types d'entreprises. On a aussi Job Teaser qui a fait un énorme travail et qui aujourd'hui propose énormément d'offres d'emploi pour les jeunes diplômés. Il y a LinkedIn aussi, on peut faire des recherches d'emploi sur LinkedIn. Il y a Indeed, alors c'est un petit peu moins intuitif et un petit peu moins facile, mais en tout cas sur Indeed, il y a aussi des offres. Et ensuite, et vraiment ce que vous devez faire, plutôt que d'aller sur des sites, c'est qu'il faut que, entre guillemets, vous soyez votre propre site. Donc, faut pas hésiter à faire des listes des entreprises qui vous plaisent, donc une dizaine, une quinzaine d'entreprises qui vont vous plaire, que vous allez aimer et d'aller les approcher directement. Alors, il faut les approcher bien sûr de la bonne manière, hein, faut pas arriver avec ses gros sabots, mais d'essayer de rentrer en contact avec soit les opérationnels du métier qui vous intéresse, soit les RH, en demandant s'il y a des postes de disponibles, parce que, et ça c'est une stat que nous on aime bien rappeler, mais l'année dernière en France, il y a 3 millions d'offres d'emploi qui n'ont pas été publiées. Donc ça veut dire que des métiers, il y en a plein, mais souvent ils sont pas publiés sur Internet. Donc il faut aller voir s'ils existent. Et il faut vraiment être dans cette démarche de proactivité, de prendre des choses en main, d'aller voir les entreprises en demandant est-ce qu'il y a un poste ouvert et y aller de cette façon-là. Ok, effectivement, ouais. Trop cool. Il y avait une question. Quel est le meilleur moyen de postuler selon vous en ce moment en période Covid? C'est vrai que avec la situation actuelle, c'est encore plus spécial. Donc, est-ce que tu as des conseils sur ça?
Bah, bon, déjà, avant, on postulait pas en allant dans l'entreprise. En tout cas, c'était Ouais, très rare. Donc, les candidatures se faisaient déjà à distance. ouais. Après, ce qui est super important en Covid, pas en Covid, c'est que vos candidatures, elles soient pertinentes, qu'elles qu'elles soient intéressantes et une candidature intéressante. C'est aujourd'hui, nous encore, chez La Relève, on reçoit, alors La Relève, on est une boîte de 15 personnes. Madame, monsieur, votre entreprise de dimension internationale m'intéresse. Bon, bah ça, c'est pas pertinent, c'est pas personnalisé. Donc la meilleure manière de postuler, quelle que soit la situation, c'est de faire des candidatures qui soient ciblées, qui correspondent au profil que vous avez, ou en tout cas de ce que vous pouvez faire, et où vous montrez à l'entreprise que vous vous intéressez à elle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment personnalisé. Si c'est une entreprise qui compte 5 personnes, alors il faut que vous montriez, que vous ayez compris que cette entreprise, c'est une petite entreprise, qu'elle a des forts enjeux de développement. Et ça, c'est important, quoi qu'il en soit. En tout cas, il n'y a pas de meilleure façon, de différentes façons de postuler maintenant. C'est juste que, voilà, pertinent, vraiment relié au poste et à l'entreprise. Et il faut que votre candidature aussi, vous mettiez bien en avant, ce qui fait que vous seriez pertinent. Il ne faut pas rester sur des banalités. Par exemple, si vous postulez pour un poste de chargé de communication et que vous avez des stages en communication, c'est ça qu'il faut faire ressortir. Votre expérience de petit job en boulangerie ou vendeur chez Decat, bon, bah, c'est pas le plus important, c'est pas ce qu'on va chercher le plus à mettre en avant. Ouais, ça c'était une question que je me posais. Est-ce que en fonction de l'offre à laquelle on répond, est-ce que justement on met toutes nos expériences, parce qu'il y a des expériences à privilégier, et on répond juste après à ta question, Redardel. Voilà. Alors, non, mais pas toutes les expériences. Encore une fois, nous, le retour des entreprises qu'on a quand on présente des candidats, c'est oui, mais il m'a fait une liste à l'après-vert de son CV. Aujourd'hui, c'est pas ça que les entreprises elles attendent. Donc, il faut vraiment, en fonction du job, du stage, de l'alternance, du petit job d'été auquel vous allez postuler, essayer de sélectionner parce que vous avez tous beaucoup d'expérience, que ce soit à travers les projets qu'on fait à l'école ou les expériences qu'on a à côté, de les sélectionner et de choisir quelle expérience est pertinente pour le poste auquel on va envoyer sa candidature. Et ça, c'est vraiment le plus important. On n'est plus dans une espèce de monde où il faut faire des listes à l'après-vert jusqu'à son stage de troisième. Il faut vraiment sélectionner ce qui va vraiment être important et ce qui va montrer que vous avez les compétences pour performer dans le poste. Ok, donc finalement personnaliser son CV presque à chaque offre. Bah, nous, on a presque l'habitude de dire, et en tout cas, c'est souvent un conseil qu'on donne, c'est une offre égale un CV. Alors après, vous avez la base, vous avez le design, mais c'est important de changer typiquement le titre du poste et de mettre celui auquel vous postulez, et ensuite d'être capable de remanier assez rapidement vos expériences pour faire ressortir plutôt telle ou telle facette de votre profil et de votre parcours. Ouais, ouais, rien que ça, personnaliser le CV, ça prend 3 secondes avec le titre de l'offre qui Ex- correspond et ça change tout en fait. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Canva, par exemple. Canva, c'est gratuit. Vous pouvez très facilement dupliquer votre CV et avoir des modules que vous changez hyper facilement. Ça ne demande pas un temps de dingue. Et en plus, vous avez des beaux CV avec Canva parce que vraiment, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que le Word aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. On va y revenir après sur l'originalité des candidatures, mais on va juste prendre la question de y a-t-il une grande différence entre la recherche de stage et d'alternance? Alors non, il n'y a pas une grande différence si ce n'est la temporalité. En général, en tout cas de nous, ce qu'on a pu observer, les alternances, on va aller chercher à partir de avril et jusqu'en août pour un début en septembre, et puis ensuite on va faire une alternance de 1 ou 2 ans. Alors que les stages, c'est vrai qu'en fonction des écoles, des cursus, des parcours, on peut être amené à en rechercher en septembre, en juin, en juillet, en janvier. Mais non, il n'y a pas énormément de différence. Okay. Au niveau de la candidature, après c'est vrai que c'est pas le même investissement en stage ou si on demande une alternance de 2 ans. Donc je C'est pense que sûr. c'est encore plus important. Après, aujourd'hui, les entreprises sont hyper exigeantes et même pour un recrutement de stagiaires, voilà, Ouais, enfin, justement, elles se disent qu'elles vont investir dans vous, qu'elles vont vous former, donc elles attendent qu'en retour, vous soyez pas là à vous, entre guillemets, tourner les pouces, mais c'est déjà que vous appréciez l'expérience, que vous ayez une expérience qui vous apporte quelque chose, mais elles veulent vraiment que ce soit dans les deux sens. mm, mm, mm. Ok, j'ai pas compris ta question, Getasunta. Donc si tu veux la reformuler. Euh, ok, top. Concernant les candidatures spontanées, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'offres en fait finalement qui sont même pas publiées.
Donc, Ouais, quelque chose tout de à fait. temporaire. Alors, on peut en faire, mais encore une fois, ces candidatures spontanées, il faut qu'elles soient logiques et pertinentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite se lancer dans une candidature spontanée, c'est envoyer un CV, une lettre de motivation. Euh, Nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'avoir une première approche. Vous avez aujourd'hui LinkedIn, qui est quand même un outil formidable avec qui vous pouvez rentrer en contact avec à peu près n'importe qui quand c'est bien fait. Donc, l'idée, ça va soit être de passer sur l'adresse contact du site internet en envoyant un mail, soit en s'adressant directement à un opérationnel, encore une fois, à une personne de l'entreprise ou à un RH, en disant, bah, écoutez, votre entreprise, alors toujours parler d'abord de l'entreprise ou de la personne, hein, sachez que les gens adorent qu'on parle d'eux, donc il faut vraiment s'appuyer sur ça, et toujours approcher en disant, votre entreprise, je la suis depuis longtemps, j'aimerais vraiment avoir la chance de travailler chez vous, j'ai vu que vous n'avez pas d'offres, mais du coup, je me demandais, est-ce que potentiellement vous avez des offres mais qui ne sont pas publiées, est-ce qu'il y aurait quand même une possibilité? Et encore une fois, sachez que le non est acquis. Donc le non, c'est acquis. Donc la pire chose qui peut vous arriver, c'est un oui. Donc c'est vraiment important de faire cette démarche parce que la personne ne vous répond pas et au final, bah, vous perdez rien. Et si elle vous répond, ça va peut-être créer une opportunité aussi parce qu'il y a des gens qui se disent ouais, j'aurais besoin de quelqu'un, mais j'ai pas le temps de poster les annonces, etc. Donc ça se fait, mais ça se fait de manière construite et intelligente. On n'envoie pas un CV, une lettre de motivation comme ça. On va d'abord chercher l'information. Ok, top. Et d'ailleurs, pour faire la transition avec la lettre de motivation, est-ce que tu as des conseils justement pour la rédaction de cette lettre? Est-ce que c'est encore quelque chose d'important? On se demande un petit peu est-ce qu'elles sont lues? Bah, il y a un peu deux discours sur la lettre de motivation et il y a vraiment deux teams. Après, quand une entreprise vous demande une lettre de motivation, faites-la, mais une lettre de motivation, c'est pas forcément comme on apprend à la faire à l'école, ou comme on la voit sur Internet, ça peut être personnalisé. Et surtout, ce qui est important, c'est que, voilà, cher monsieur, chère madame, et toutes ces banalités qu'on peut mettre, ça, oui, je vous garantis que c'est pas lu. Une lettre de motivation, faut que ça parle de deux choses, de l'entreprise et de vous et de comment vous pouvez performer dans l'entreprise. Donc, faut vraiment essayer de voir un petit peu plus loin que les modèles qu'on voit aujourd'hui sur Internet et aller sur des choses beaucoup plus personnalisées. Si l'entreprise à laquelle vous vous adressez est plutôt une entreprise assez standard, avec un ton très classique, vous adoptez ce même ton. Si l'entreprise est pour le coup très fun, très rigolote, avec une vraie identité de marque, bah allez-y, personnalisez, mettez le logo, mettez des couleurs, ayez un ton rigolo, faites des blagues aussi. Et ça, c'est hyper important. Lâchez-vous. Et moi, je donne souvent l'exemple de la lettre de motivation qui m'a permis de décrocher mon premier CDI. En fait, si vous voulez, il demandait absolument une lettre de motivation, mais moi justement, je suis la team où je trouve que ça sert à rien, mais ça m'est très personnel parce que pour moi, une lettre de motivation, ça change pas la donne. Mais voilà, il l'a demandé, donc j'ai fait l'exercice. Sauf que plutôt de faire une lettre sur Word, j'ai fait un dialogue de théâtre où en gros c'était l'entreprise qui parlait et qui se posait des questions sur mon profil et moi qui répondais. Et quand je l'ai envoyé, je me suis dit, c'est soit il pense que je suis tarée et ça marchera jamais, soit je fais vraiment la différence. J'ai eu de la chance. Ça a été le cas de figure où ils m'ont dit, bah clairement personne n'avait jamais fait ça, donc juste à la lecture de la lettre, on s'est dit, il faut qu'on la rencontre. Et du coup, j'ai eu mon premier CDI. Mais voilà, en faisant ça, c'était aussi une prise de risque et j'étais consciente que ils se disent, elle est pétée de la gamelle. Non, mais c'est trop cool de raconter ça. Et alors, il y avait juste une question pour me demander si je pouvais mettre le live en replay, il y sera. Et il y avait une question dans une lettre de motivation ou CV, comment différencier compétences et qualité? Alors, compétence, c'est vraiment ce que vous savez faire. Donc, c'est vraiment avoir la compétence de répondre au téléphone, de faire des emails de prospection. Ça, c'est une compétence. Une qualité, on va plutôt être sur les qualités humaines. Ça veut dire l'écoute, l'empathie, la motivation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on différencierait les deux. Excusez-moi, c'est la fin de journée, lundi. Je parle pas complètement bien. Ok, top. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Et concernant les CV, c'est vrai qu'on en a vu pas mal passer des CV assez originaux cette année. Je pense que tu as dû suivre un petit Ouais, peu. Il y en a, carrément. il y en a qui font ça pas mal. Enfin, si tu conseilles, toi, de faire des candidatures comme ça. Alors, soit j'ai vu, tu vois, chez Respire, par exemple, une candidate qui a envoyé un petit déodorant qu'elle a personnalisé. Bah oui, encore une fois, parce que toutes ces candidatures
candidature-là, que ce soit, je me rappelle aussi d'une candidature pour l'équipe où elle avait repris Ouais, le format du journal L'équipe. Donc là, encore une fois, bah, ça fait sens en fait. Et c'est vraiment destiné à une entreprise pour un poste en particulier. Donc je trouve ça top, mais encore une fois, il faut que ce soit contextualisé. Il faut pas se lancer dans un chantier comme ça, qui est quand même un chantier qui est énorme. Hein. Ça demande du temps, de l'investissement. Si c'est pour derrière l'envoyer à 15 boîtes de la place parisienne et que ça n'ait pas de rapport avec le poste demandé. Donc oui, je conseille de le faire. Par contre, il faut que ce soit vraiment contextualisé. C'est encore ça qui est le plus important. ouais. Mais je sais que je crois chez Cheers, il y a une nana qui a candidaté aussi chez Cheers. Elle a envoyé un carton avec des ballons et avec un album Cheers et elle a fait son CV dedans. Et pour le coup, bah, chez Cheers, ils avaient pourvu le poste, mais derrière, ça lui a donné de la visibilité parce qu'ils ont, c'est Cheers, le compte LinkedIn même, qui a reposté en disant, mais on a reçu la candidature la plus dingue qu'on avait jamais reçue. Et derrière, je pense qu'elle a eu pas mal de propositions. Mais voilà, je pense que pour une candidature comme ça, mais ça a dû lui prendre, ça lui a pris un peu de temps, quoi. Mais derrière, elle récolte les fruits et c'est normal. Ouais, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas faire une, deux candidatures comme ça vraiment choc plutôt que 20, tu vois, copier-coller Enfin, c'est sûr que oui, même. C'est des prises de risque. Ouais. Après, qui le fait, voilà, mais c'est une prise de risque, mais ça peut clairement marcher. Quand c'est bien réalisé, derrière, les posts LinkedIn, ils ont des vues, mais de dingue, quoi. Des 3000, des 5000, 10 000 likes, c'est un truc de fou. Ouais, carrément, carrément. Que pensez-vous des CV vidéo vus et revus ou encore pertinents? C'est vrai que c'est une bonne question. Non, franchement, les CV vidéo, ça peut être un plus. Après, aujourd'hui, la plupart des plateformes ne permettent pas forcément de mettre un CV vidéo. Donc ça encore, c'est un Ouais. plus que vous pouvez faire. Et pareil, pour moi, le CV vidéo, bah, je trouve que ça a un impact de dingue. Si, en gros, vous envoyez ça en parallèle, par exemple, vous postulez à une offre sur Welcome to the Jungle, vous ajoutez ensuite la personne sur LinkedIn, vous lui demandez son mail, ou d'ailleurs sur LinkedIn, maintenant, vous pouvez envoyer des vidéos, et là, vous lui envoyez un CV personnalisé. Là, c'est un truc de dingue, moi, je trouve. Mais encore une fois, il ne faut pas que le CV soit généraliste parce que souvent, on en fait faire aux étudiants en école de commerce, d'ingé, à la fac, ce que vous voulez. Et c'est un CV qui est un peu banal, qui n'est pas forcément personnalisé. Donc, c'est vrai que bah, on n'a pas envie de le regarder. Alors que si on voit que déjà, le titre du CV, il y a le nom de l'entreprise, le nom du poste dedans, et que la vidéo, elle parle vraiment à cette entreprise-là, bah là, c'est un truc de fou. Et moi, je me dis, OK, la personne, elle est surmotivée. Ouais, ouais. Et est-ce que, on répond à ta question juste après, Reda, est-ce que tu as des retours justement d'entreprises est-ce que les vidéos finalement, elles ont le temps de les regarder? Parce que parfois, tu as des vidéos qui durent 5 minutes. Est-ce qu'elles ont le temps par rapport à un CV, tu vois, que tu peux ouvrir vite fait? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Bah, ça dépend. Alors, il faut savoir qu'il y a des entreprises, pour le coup, qui l'exigent dans leur process de Ouais, candidature. Hein. c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des logiciels RH qui existent et qui sont donc plugués aux ATS. Alors, ATS, hein, si vous voulez, c'est les outils de gestion des candidatures pour des entreprises ou des cabinets de recrutement. Donc, dans certaines entreprises, c'est même une obligation, surtout pour des postes en business development, en key account management, où c'est Ouais. des postes quand même de représentation. Et il y a d'autres entreprises qui le demandent pas. Donc après, je suis pas représentative et j'ai pas les retours de toutes les entreprises. Euh, j'ai pas eu d'entreprise qui me disait on les regarde pas quand on les reçoit. Ça, clairement, j'ai jamais eu ce retour. Après, il faut quand même savoir qu'en moyenne, une entreprise, enfin une personne, un recruteur passe, je crois que c'est 3 secondes sur un CV. Ouais. Donc, si votre CV a pas catché, sachant que le point d'entrée, souvent, c'est le CV. Il y a deux choses aujourd'hui qu'on fait, et ça, je voudrais vous le dire parce que c'est important, mais sur vos CV, je vous en prie, mettez des liens. C'est-à-dire que mettez pas juste votre mail, vous mettez votre mail, mais quand on clique dessus, on peut vous envoyer un mail. Vous mettez votre LinkedIn et quand on clique dessus, on peut aller sur votre LinkedIn, ça redirige directement parce qu'aujourd'hui, un recruteur, ce qu'il fait, c'est deux choses. Il ouvre le CV, il fait un premier screening et clac, il clique sur le lien LinkedIn pour aller voir votre LinkedIn, pour voir s'il y a des choses en plus, comment est fait votre LinkedIn. C'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir un LinkedIn avec une photo cohérente, une image de fond cohérente, un titre cohérent, qui est quand même à peu près propre. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont regarder votre présence en ligne sur LinkedIn. Et si vous avez un LinkedIn, vous n'avez rien mis à jour, franchement, ça donne une image de quelqu'un de brouillon. Alors que si ça se trouve, vous êtes top, c'est juste que ça vous intéresse pas. Donc, il faut quand même prendre le temps. Ça prend, allez, 10-15 minutes de faire un bon LinkedIn, mais vraiment de prendre le temps de le faire. Très bon conseil. Ouais. Et quel que soit le secteur, tu dirais aujourd'hui, parce que c'est vrai que on attend. Franchement, nous, ce qu'on voit, on recrute aussi bien des sales que des techs. Et c'est Ouais. vrai que Même c'est les techs, devenu un,
un réflexe. Ouais, même les techs. Alors, c'est surtout que les techs, on les chasse sur LinkedIn, mais c'est déjà un profil qui est hyper demandé. Mais plus le profil est appealing, plus on a envie d'aller le voir et plus on se dit que la personne est dingue, quoi. Donc, encore une fois, c'est de la représentation. C'est comme si vous avez un CV joli. À compétence égale avec quelqu'un qui a fait un Word un peu moche, c'est vous qui allez plus faire tilter la personne parce qu'on va se dire, ok, waouh, c'est joli. Et tout ça, c'est des petits éléments de représentation. Ça prend du temps à faire, mais il faut les faire parce que ça fait vraiment la différence. Et même si c'est des banalités, il y a énormément de gens qui ne le font pas. Donc c'est encore des moyens assez simples de sortir du lot, en fait. Trop cool. Alors, on avait une question. Quels sont les bons moments dans une journée ou semaine pour envoyer sa candidature? Ok. Moi, je conseille vraiment pas le lundi déjà. Le lundi, c'est une journée où on revient de week-end, on est un peu énervé, on a des mails à rattraper et on a tout plein de réunions. Donc moi, j'irais plutôt sur des mardis, jeudis et aussi le vendredi parce que le vendredi, pour le coup, ça c'est comme pour les sales. Les gens vont partir en week-end, donc ils sont hyper enjoués, donc ils concèdent des choses qu'ils n'auraient pas forcément consenti en temps normal. Un sales, par exemple, quand on voit un mail le vendredi à 15h, il peut décrocher un rendez-vous beaucoup plus facilement parce que la personne elle est là genre ouais bon allez c'est bon, je verrai ça la semaine prochaine, je lui dis oui et tout. Donc moi j'irais plutôt sur des mardis, jeudis et ensuite il y a plein de techniques que vous pouvez essayer, soit très tôt le matin, genre à 7h, donc vous êtes le premier dans la boîte mail, soit sur les heures creuses justement, donc plutôt vers 11h, 15h. Il y a plein de théories sur ça aussi, donc le mieux c'est de faire de l'A/B testing. A/B testing c'est d'envoyer différentes candidatures à des moments différents et vous voyez quand vous avez des retours. Et juste petit tips, il y a un outil qui est trop bien, qui est gratuit pour les étudiants pour gérer ces candidatures, ça s'appelle grimp.io, grimp.io et ça vous donne un tableau où vous pouvez gérer toutes vos candidatures et pas vous y perdre parce qu'il n'y a rien de pire pour un recruteur d'appeler un candidat qu'on a trouvé trop bien et que le candidat dise oui non mais attendez vous êtes non mais parce que j'ai envoyé beaucoup de candidatures et en fait là l'effet de joie qu'on avait d'appeler le candidat ça redescend direct et on est dégoûté en fait, on se dit ah ok bon il a appelé toute la place de Paris. Donc si vous pouvez inscrivez-vous sur Grimp, c'est gratuit et au moins vous saurez tout le temps où vous en êtes dans vos candidatures. Yes, c'est bon conseil. Amir, oui, si on fait des fautes d'orthographe, ça peut être pénalisé, c'est sûr. C'est pas forcément, c'est pas dingue parce que surtout qu'une candidature, on se dit que vous avez eu le temps en fait de la préparer, de l'envoyer. Il y a rien qui urge, c'est-à-dire que vous pouvez faire relire 10 fois s'il faut. Donc si vous avez des fautes, ça donne jamais forcément une image de dingue. Après, honnêtement, voilà, l'erreur est humaine aussi. Perso. S'il y a un CV que j'adore et le candidat, je me dis j'ai trop envie de l'appeler, il manque un S, c'est pas grave quoi. Oui, c'est sûr. Ok, je regarde juste si on a répondu à cette question. Yes. Ok, peut-être qu'on peut passer un petit peu sur l'entretien justement. Ouais. Sur la préparation d'entretien, une fois qu'on a réussi à. Alors déjà, non, peut-être pour faire la transition, une fois qu'on a envoyé une candidature, est-ce que tu conseilles de relancer? Ouais. Comment? Ouais. Combien de temps? Je pense que c'est important de. Moi, je pense que c'est bien de laisser un délai de 72 heures pour relancer. Et oui, je pense que c'est bien de relancer et qu'il faut relancer parce que pareil, les RH ou les recruteurs ou les managers, parce que parfois dans une entreprise, c'est le manager lui-même qui s'occupe de la candidature, donc le responsable communication. Donc il peut très vite être un peu dépassé par les événements s'il a un peu de travail. Donc oui, relancez, faites-le soit par email, soit par LinkedIn, mais votre relance, il faut qu'elle soit très soft. Donc il ne faut pas que vous soyez dans un ton agressif du genre oui, mais j'ai envoyé plein de candidatures, j'ai jamais eu de réponse, vous savez jamais ce qui se passe, vous savez jamais l'arrière du décor. Donc il faut vraiment avoir une approche moi, je dirais même un peu fun et un peu piquante. Donc, première relance. Bonjour, Madame Tartampion, Monsieur Tartampion. Je vous ai envoyé ma candidature. Je voulais m'assurer que vous l'avez bien reçue. Je vous renouvelle en tout cas mon intérêt pour le poste. Ok, ça c'est fait. Deuxième relance, vous pouvez y aller typiquement sur un autre canal. Donc, si vous avez fait par mail, vous pouvez essayer LinkedIn parce que peut-être que la personne ne lit pas ce qu'on appellerait un call d'email ou peut-être que vous êtes allé dans les spams. Donc, on essaye un autre canal, un LinkedIn, même un Twitter. Twitter, allez-y, lâchez-vous. Il y a énormément de pros qui sont sur Twitter. Voilà.
Et la petite relance, bon, j'ai toujours pas eu de retour. Et là, vous posez un peu une question. Est-ce que le poste a déjà été pourvu? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Vous allez chercher une réponse. Et puis, vous pouvez faire une troisième relance. Moi, j'ai une règle, parce que moi, je suis commerciale, c'est la relève, c'est que je fais jamais plus de 3 relances, parce que je me dis qu'au bout d'un moment, la personne, si elle avait eu envie de me répondre, elle l'aurait fait. Et la troisième relance, vous pouvez un peu piquer au vif. Et piquer au vif, c'est par exemple blesser l'ego de la personne. Et blesser l'ego de la personne, ça va être dire, bon, bah, a priori, vous n'étiez pas le bon interlocuteur pour discuter de ces sujets. Est-ce que vous pouvez me rediriger? Et typiquement, bah, en commercial, on a beaucoup de gens qui vont vous dire, non, non, mais si, je suis le bon interlocuteur, désolé. Parce que, en fait, vous les piquez un peu au vif. Et là, ils se rappellent que si, c'est eux l'interlocuteur et c'est eux qui doivent gérer ça. Et ils n'ont pas envie de donner le bébé à quelqu'un d'autre. Donc, il faut toujours que ce soit soft. Vous pouvez être un peu rigolo si c'est adapté et aller faire ce petit genre de pic, mais pas plus loin. Faut vraiment pas, parce que ça, on en reçoit des mails et on a conscience que c'est hyper dur d'être étudiant ou jeune diplômé en ce moment, que le marché du travail, il est compliqué. Mais le truc, c'est que quand nous, en tant que recruteurs, on commence notre journée avec oui, j'ai envoyé des candidatures, j'ai jamais de réponse, c'est un scandale et tout. En fait, le recruteur, il est pour rien et lui, il traite aussi les candidatures parce que quand vous recevez 500 mails pour un stage, eh ben, faut le temps de les traiter. Donc voilà, faut jamais agresser les gens et puis vous savez pas si ça se trouve la personne avait prévu de vous répondre le lendemain, donc Ouais. vous mouillez pas trop sur ça. Carrément. La pertinence de noter Clubhouse dans nos réseaux sociaux professionnels, qu'en penses-tu? C'est d'actu. Ben, moi, je trouve ça assez cool. Ça montre que vous êtes ouvert, que vous suivez l'actualité et l'actualité entre guillemets économique, parce que il y a Ouais. toute la Startup Nation qui s'est mise sur Clubhouse et c'est vrai que ça a fait un effet un peu de mode, mais ça montre que justement vous vous intéressez à ce qu'il y a de nouveau, que vous testez, que vous êtes dessus, que vous êtes aussi à l'écoute, parce que c'est quand même un média entre Clubhouse hein, où vous pouvez apprendre énormément de choses. Donc oui, mettez-le, je trouve ça top, et surtout si vous allez vers des postes où c'est bien d'avoir ce genre de réseau. Ouais, ça prouve la curiosité. Question sur les candidatures, sur des plateformes Workday, quelle est la durée moyenne des réponses? Alors ça, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas experte en candidature sur plateforme, donc ça dépend vraiment des entreprises. Après, je sais qu'on peut mettre différents sur Welcome. On peut mettre au bout de 48 heures, par exemple, au bout de 70 heures. Après, c'est vraiment les entreprises qui gèrent ça en interne. Donc là, j'ai malheureusement pas de réponse à vous donner. Ouais. Ok. Et donc, une fois qu'on a réussi à obtenir l'entretien, après tes 3 relances, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour préparer l'entretien? Quelles sont les étapes? Bon, bah déjà, préparer l'entretien, donc c'est bravo, félicitations. Vraiment bien apprendre à pitcher votre profil. Encore une fois, pitcher votre profil, c'est vraiment euh, ne pas faire cette liste à l'après-vert, mais vraiment être capable d'expliquer à l'oral votre parcours de façon à la fois assez synthétique, mais euh, et assez détaillée, et surtout choisir encore une fois les expériences qui ont un lien avec le poste et expliquer et faire déjà des liens avec pourquoi c'est intéressant pour la suite en fait, pour le poste auquel vous candidatez. Donc déjà, réviser ce pitch, le réviser à l'oral, le réviser avec des camarades de promo, avec votre famille, vos parents, et qu'on vous fasse des retours et l'améliorer et le faire mais 10, 15, 20 fois, vraiment pour être prêt, parce que tout simplement faire des entretiens, c'est comme faire du sport. Plus on en fait et plus on devient meilleur. Donc, faut juste pratiquer. Et vous verrez votre premier entretien, le temps de se remettre dedans, on est un peu rouillé, mais c'est pas grave. Et rater un entretien, en plus, c'est pas grave non plus. Mais faites des entretiens déjà. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Faites des entretiens, entraînez-vous. Donc, préparez son petit pitch. Ensuite, bien entendu, se renseigner sur l'entreprise, mais pas que, aussi sur les interlocuteurs à qui vous aurez affaire dans l'entreprise et sur la personne à qui vous allez parler. Donc, regardez un petit peu le profil de la RH. Si ça se trouve, vous aurez des expériences en commun avec elle, vous allez connaître des gens en commun. Hop, icebreaker, ça peut toujours être chouette à mettre en avant. Renseignez-vous aussi sur qui seraient vos futurs managers. Regardez leur parcours aussi. Comme ça, vous pourrez poser des questions aussi par rapport à leur mission, leur périmètre, leur parcours.
Donc vraiment préparer de manière globale, préparer ces questions, bien entendu. Hein, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des questions. Après, pas des questions bateau, quoi. Essayez de trouver des vraies questions. Alors si vous en avez pas et que la personne a tout dit en entretien, vous pouvez lui dire bon bah j'avais préparé cette question, bon on a tout balayé, donc en vrai c'est top. Et dernière chose, en ce moment les entretiens se font beaucoup à distance, enfin même quasiment tous à distance. Donc checker le matériel technique parce qu'on a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se connecter. Donc vraiment faire des tests en amont, que ce soit de son, sur le visuel, être dans un endroit avec un mur blanc idéalement où la lumière est bien, la lumière vous met en valeur, ne pas être dans un endroit trop sombre. Parce que tout ça, pareil, en fait, c'est indépendant de votre volonté, mais si vous êtes dans un endroit tout sombre, que vous parlez tout bas, on va se dire la personne n'est pas dynamique, alors que si ça se trouve, vous êtes une bombe. Donc vraiment, trouver cet endroit chez vous qui va pouvoir vous mettre en valeur et tester tout le matériel pour être prêt le D-Day et essayer aussi et surtout de vous connecter 5 minutes avant votre interlocuteur, toujours être en avance. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, bah, vous avez le temps de le régler. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour ne pas stresser le jour de l'entretien? Bah, l'astuce, c'est de se préparer. Franchement, quand vous aurez fait 10 fois l'exercice de l'entretien avec vos sœurs, vos frères, vos amis ou des gens qui veulent bien vous aider, bah, en fait, il y a un moment où vous savez ce que vous devez dire et puis vous n'avez plus rien à vous reprocher. En fait, vous êtes préparé. Après un entretien, moi, je dis toujours que c'est comme un match Tinder. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et encore une fois, c'est pas grave. Et rater un entretien, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, mais si vous êtes préparé, déjà, bah, ça va réduire le stress parce que vous allez avoir répété 10 fois la chose, donc vous allez savoir ce que vous avez à dire. Et puis après, vous allez très vite voir. Soit la personne va vous mettre à l'aise et la mayonnaise va prendre, soit ça va être un entretien un petit peu poussif, vous allez sentir que ça le fait pas. Vous recroquevillez pas sur vous-même, gardez la tête haute et puis c'est pas grave. En fait, c'est qu'un entretien et vous trouverez quand même. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai raté des entretiens chez la relève. Tout le monde a raté des entretiens et puis on s'en remet. Hein. Ouais, carrément. Et justement, après la fin de cet entretien, euh, est-ce que tu conseilles d'envoyer justement un mail de remerciement au bout de combien de temps? Euh, Bah, ouais, c'est toujours bien de faire le mail de remerciement, peut-être pas à chaud, donc c'est-à-dire tout de suite après l'entretien. Si par exemple c'est dans l'après-midi, en début d'après-midi, vous pouvez le faire dans la soirée ou le lendemain matin et faire un mail de remerciement, mais pas que de remerciement, où vous résumez aussi ce que vous avez compris de cet entretien. Donc, si j'ai bien compris, j'interviendrai sur ce périmètre, je travaillerai avec un tel et les prochaines étapes sont ça, ça, ça. Et vraiment, vous impliquez la personne en lui disant normalement les prochaines étapes sont un entretien avec un tel. Donc c'est pas juste faire des remerciements, c'est aussi résumer ce que vous avez compris du poste et vous projeter dans le poste. Et là, ça va vraiment montrer que vous êtes déjà dedans et que vous avez envie d'avancer. ok, top. Super. Bah écoute, si vous avez encore des dernières questions, vous pouvez les poser. En attendant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relève, justement, comment ça fonctionne? Si un étudiant aujourd'hui cherche un stage, quel est le parcours sur la relève? Alors nous, il faut savoir une chose, c'est que chez La Relève, on est spécialisé sur certains métiers, donc on ne peut pas aider tout le monde malheureusement, mais c'est aussi la spécialisation qui fait qu'aujourd'hui, bah, sur les métiers qu'on a choisis, on est hyper performant. Donc c'est les métiers de la fonction commerciale, les métiers du digital et les métiers tech. Les tech, on fait que les CDI pour le coup. Et le parcours, c'est quoi? On a des consultants qui sont spécialisés chez La Relève, donc chacun sur leur verticale métier. Vous vous inscrivez sur le site internet, vous avez un profil qui est créé, et là ensuite, donc votre CV est examiné en fonction des réponses que vous avez mis. Alors des réponses pas sur vos expériences passées, hein, mais plutôt sur le type de stage que vous allez rechercher, combien de temps, combien de mois, où. Et si on peut vous aider, alors à ce moment-là, il y a un consultant qui revient vers vous, qui planifie un entretien téléphonique avec vous. Cet entretien, il est à la fois pour vous découvrir, comprendre qui vous êtes, quelles sont vos ambitions, où est-ce que vous voulez aller, et le consultant vous accompagne, vous donne aussi des conseils pour vous aider à optimiser vos candidatures. Et puis ensuite, si on a des offres pertinentes pour vous, là, il y a un deuxième appel qui est fait où vraiment on va vous pitcher l'offre, vous présenter l'entreprise, le projet de l'entreprise, vous reposer des petites questions par rapport à ce que recherche spécifiquement l'entreprise. Et s'il y a un match qui se fait et que vous avez envie de postuler, alors là, le consultant poussera votre candidature à l'entreprise qui décidera ensuite d'aller ou pas plus loin avec vous. Trop cool, ouais, il y a vraiment un accompagnement et c'est gratuit.
Et c'est 100% gratuit, bien entendu. Ok, super. Aurélie, c'est vrai qu'elle pose une bonne question. Comment aborder le sujet du salaire? Bah, de manière hyper transparente. C'est une question que vous avez le droit de poser, hein. Il faut toujours se dire que vous avez besoin de l'entreprise pour acquérir de nouvelles compétences, développer vos expériences, mais l'entreprise a tout autant besoin de vous, en fait. Donc, c'est vraiment une relation qui est donnante-donnante et tout travail mérite salaire. Donc, si vous voyez que, par exemple, à la fin du premier entretien, vous avez un match, que vous aimez bien l'entreprise, mais que vous n'avez pas encore parlé de salaire, vous pouvez dire, soit dans le cas où il n'y a pas le salaire qui est indiqué sur la fiche de poste, dire, voilà, je me permets de vous demander, c'est une question qui me semble légitime, mais j'ai pas vu de salaire sur la fiche de poste, vous pensiez à quoi comme type de rémunération? Donc, soit vous l'abordez comme ça, soit s'il y a le salaire qui est indiqué, vous pouvez confirmer que le salaire est de temps avec la personne, mais faut pas avoir peur de parler de ça parce que en fait, quand vous intégrez une entreprise, souvent l'entreprise va dire vous serez considéré comme un vrai salarié de l'entreprise. Ok, bah comme un vrai salarié de l'entreprise, vous méritez d'avoir un salaire parce que ce que vous allez fournir va aider l'entreprise. Donc c'est toujours délicat et quand on est jeune surtout, on a peur d'aborder ces sujets parce qu'on n'est pas habitué. Mais faut vraiment s'enlever cette barrière et se dire que encore une fois, l'entreprise elle a autant besoin de vous que vous avez besoin d'elle. Et au fur et à mesure, bah, on apprend tout simplement que, surtout quand on a fait 2 stages, bon, bah, c'est bon, on a vu que, ouais, on travaillait pour de vrai et qu'on méritait clairement ce salaire. Ouais. J'espère qu'on a bien répondu, que tu as bien répondu à la question d'Aurélie. Mais en tout cas, ouais, faut pas hésiter. C'est vrai qu'en étant jeune, en sortant d'études, on a parfois, enfin, je le vois moi encore, hein, vachement de crainte par rapport à ça, alors que il n'y a pas. Ah Euh, non, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Ok, super. Et peut-être juste pour terminer, au niveau des offres qui sont présentes sur la relève, vous avez une relation spéciale avec les entreprises, non? Qui Ouais. peut-être en parler un petit peu. Alors, nous, faut savoir qu'on fait quand même un énorme travail où on essaye vraiment de scanner aussi les entreprises. On prend pas n'importe quoi comme offre. On refuse beaucoup d'offres et beaucoup d'entreprises pour des raisons. Donc, en tout cas, nous, on sélectionne nos entreprises pour être sûr d'envoyer les candidats dans des environnements de travail qui sont sains et qui vont vraiment pouvoir favoriser leur développement professionnel, mais aussi personnel, hein, parce que c'est aussi ça un travail. On apprend beaucoup de choses, même au niveau personnel. Donc oui, en tout cas, on fait vraiment attention aux offres qu'on a à pourvoir et on fait attention à l'encadrement qui est donné aux étudiants. Hyper important. Ok, trop cool. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a à peu près abordé toutes les thématiques prévues. Je Bah, sais trop pas bien. si tu as quelque chose à rajouter ou s'il y a des dernières questions. Je crois pas, je vérifie juste. Non, il n'y avait pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, Constance, Bah, merci à d'avoir toi. accepté cette invitation. Merci à toi, c'était trop cool. Et puis bah allez sur le site de la relève et voilà. Yes, on vous met de toute façon en story. Je vais mettre le live en replay et vous aurez toutes les infos sur le compte de la relève. Merci beaucoup. Merci, Constance. À Salut bientôt. Leslie. Salut. Bye.